Tu peux commencer, c'est bon? C'est bon, bonsoir tout le monde. Bah, déjà, je voulais quand même remercier vous d'être présents ce soir. Pardon. Remercier aussi le GDG, Tour et puis Google pour cette soirée, parce que je suis content d'inaugurer en fait ce nouveau meet-up. Alors, si j'ai bien vu sur la fiche, on parle de Android User Experience. En fait, vraiment, la conférence s'appelle Designing Captain Train Mobile Experience. Donc, je ne vais pas vraiment vous parler, il n'y aura rien de technique. Je sais que presque tout le monde ici est développeur. Il y aura très peu de choses techniques. L'idée, c'est vraiment de vous parler plutôt d'expérience utilisateur sur mobile en particulier, parce que c'est mon domaine en fait d'expertise. Donc, rapidement, une petite introduction. Donc, ça, c'est moi. Vous pouvez me trouver sur Twitter. Qu'est-ce que je fais? En fait, je vais bloguer la plupart du temps, ou je vais pas mal partager autour de tout ce qui est la mobilité. Sur mon temps perso, j'aime courir et jouer au baby-foot. Donc, s'il y a des gens qui aiment le baby-foot, je vous prends tous les jours. Et puis, sur le côté plus professionnel, en fait, je travaille dans une boîte qui s'appelle Captain Train, que vous connaissez peut-être, qui est basée à Paris, qui est une start-up qui a pour vocation, assez simplement, de révolutionner la façon dont on vit le voyage en train. Donc ça peut dire, bien sûr, l'expérience d'achat, mais aussi l'expérience de voyage en fait en tant que tel. Donc quand vous êtes dans votre train, on essaie d'améliorer au maximum votre expérience, tout simplement en fournissant des données, donc le quai, potentiellement vos retards, des choses comme ça. Parce que c'est vraiment un process qui est assez stressant et on essaie vraiment de faciliter tout ça, quoi. On est bien sûr disponible sur plusieurs plateformes, le web, Android, puisque je suis lead d'Android, et puis iOS également. Et puis, juste, je suis obligé d'en parler, on recrute. Donc, si vous faites un curl-i, c'est probablement que vous cherchez plutôt un poste de dev, mais on ne fait pas que ça. On cherche aussi des marketeurs, du produit, du design, du support également. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez vraiment pas. Voilà. Donc je vais parler aujourd'hui de Captain Train. C'est vraiment plus un retour d'expérience en fait. J'utilise Captain Train parce que c'est clair que je travaille dessus depuis 2 ans et demi maintenant. Mais je pense que c'est intéressant de comprendre un petit peu ce produit et surtout le cheminement qui nous a amené en fait à l'application, aux applications mobiles telles qu'elles sont aujourd'hui. Et pour bien comprendre ça, je pense qu'il faut bien d'abord commencer par l'historique. Donc en fait, Captain Train, c'est une société qui a été créée par 3 ingénieurs en mai 2009, pardon, je ne vais pas noter. Et puis après un an de travail, donc à aller voir la SNCF, essayer d'ouvrir un petit peu les accès pour faire des recherches de train tout simplement. Après un an de travail, du coup ces trois développeurs ont sorti une première version d'un site web en mai 2010. Et puis encore une fois, beaucoup de travail, donc sur cette bêta, ça consistait surtout à laisser ce qu'on appelle plutôt friends and family, donc les amis, les gens invités proches, à tester le site et donc à faire des achats et potentiellement voyager en train. Et donc après 2 ans à peu près de tests, la version est sortie publique pour tout le monde. Et donc c'est que en octobre 2013, donc 1 an après la version web, qu'une appli, la première appli mobile est sortie, c'était la version iPhone. Et puis la version Android, elle est sortie 6 mois après. Donc beaucoup me demandent pourquoi il y a eu ce décalage entre Android et iOS. Tout simplement parce que ça a été difficile de recruter des développeurs Android, moi notamment. C'est pas du tout quelque chose, il n'y a pas du tout de mise en avant d'iOS au profit à l'encontre, on va dire, d'Android plutôt. C'est vraiment juste un problème logistique de trouver des développeurs. Et puis bien sûr, ces deux applications, si elles sortent de façon décorrélée, ça veut dire qu'elles sont plateformes spécifiques et donc elles ne sont pas du tout hybrides, ou en tout cas les technos utilisés sur iOS ne sont pas du tout les mêmes que celles utilisées sur Android. Voilà, donc pour bien comprendre aussi, je vais essayer de faire vraiment une big picture en fait, de comment ça fonctionne le mobile, et pour bien comprendre tout ça, je pense qu'il faut même pas regarder juste le produit Captain Train, mais le mobile en général, et donc bien comprendre que le mobile a beaucoup de contraintes en fait, contrairement à ce qu'on peut avoir sur site web notamment. Et le mobile, donc, par exemple, a une grosse contrainte qui est l'écran. L'écran sur un mobile, il est beaucoup plus petit. Mais en réalité, en fait, cet écran, il a plus de pixels que sur un ordinateur. Donc c'est un petit peu paradoxal, parce qu'on se retrouve avec un écran en taille physique qui est plus petit, par contre qui demande en fait plus de temps de calcul en fait, au GPU, puisqu'il y a plus de pixels affichés à l'écran. Tout simplement parce que la densité, la taille des pixels est beaucoup plus petite sur un smartphone que sur un écran d'ordinateur. Donc ça veut dire que vous devez gérer tout ça, quoi. Aussi bien en termes de performance et rendu graphique de votre application, que en termes d'espace d'affichage. Voilà. Donc vous allez
devoir utiliser des techniques qu'on verra un petit peu par la suite, qui permettent d'afficher autant de contenu que ce que vous pourriez avoir sur votre ordinateur, mais sur un écran avec une taille beaucoup plus réduite. Un autre aspect, c'est la batterie. La batterie, clairement, je pense que vous le savez tous, la batterie sur mobile est clairement gênante, puisque on a souvent, généralement, des batteries on va dire de l'ordre de 2000 mAh, donc quand on tient déjà la journée, c'est déjà très bien. Et puis enfin le réseau, qui est aussi une grosse contrainte qu'on n'a pas du tout sur un ordi desktop qui est branché en permanence à la DSL. Là, sur le réseau, on va arriver rapidement à avoir des problèmes de décalage entre la 3G et la 4G, on passe des fois en edge, on a des fois plus de réseau. Et donc tout ça, c'est des contraintes qu'on doit vraiment gérer sur le mobile et qu'on n'aura pas forcément sur desktop. Heureusement, ce n'est pas que des contraintes le mobile. Le mobile apporte aussi beaucoup d'avantages, notamment en termes de contextualité de l'utilisateur, de bien comprendre dans quel contexte il se trouve. Et pour avoir cette notion de contexte, en fait, on peut utiliser beaucoup de capteurs. Notamment, on peut récupérer la position GPS de l'utilisateur, ce qui est très pratique pour savoir, par exemple, s'il est arrivé en gare, s'il est en train d'arriver dans la gare avec des notions de geofencing, ou des choses comme ça. Parce qu'on aura beaucoup plus de difficultés à trouver, ou en tout cas moins de manière aussi précise, avec un ordinateur desktop. Les sensors que je vous racontais, donc on va aussi pouvoir avoir accès à des informations qu'on n'aurait pas potentiellement accès sur desktop. Je pense notamment par exemple avec les montres, maintenant on commence à avoir les battements de cœur, qui peut être très pratique par exemple, parce que dans le cas de Captain Train ça n'a pas forcément du sens, mais dans le cas d'une application par exemple de sport, vous allez pouvoir détecter si la personne est en train de faire de l'exercice ou pas. Et puis on a accès à beaucoup d'autres informations de façon beaucoup plus facile et en tout cas plus intégrée au système, comme les contacts, l'agenda. Tout ça, c'est des API en fait, qu'on va avoir directement sur mobile, là où sur le desktop, ou en tout cas le web, on va devoir accéder à des API qui affichent des dialogues, qui demandent l'approbation de l'utilisateur. C'est beaucoup moins intégré que ce qu'on pourrait avoir sur mobile. Une autre différence entre le web et le mobile, c'est les attentes. Alors les attentes à mesurer, c'est un petit peu compliqué. C'est quoi une attente? C'est quoi la dimension de l'attente? Des secondes? Non, c'est pas vraiment ça. En fait, l'attente des utilisateurs, c'est un peu difficile à mesurer, mais si on essaie de les comparer, moi en fait, je considère que le mobile, en fait, c'est plutôt ça. Les attentes du mobile, elles sont bien supérieures par rapport à celles du web. Alors, il y a plusieurs raisons à tout ça. La première, elle est historique. Le web donc, a un historique. Se traîne, si je puis dire. Et donc les gens en fait sont habitués à avoir un web qui historiquement n'était pas très compliqué ou en tout cas ne fournissait pas énormément de contenu de haute qualité. Et le mobile, lui, étant beaucoup plus récent, a poussé vraiment en fait la barre très haute dès le début, en fournissant une intégration à la plateforme qui est très poussée, avec aussi bien visuel que sur l'interaction, avec de la cohérence entre toutes les applications, avec bien sûr des applications natives donc qui sont avec un rendu potentiellement plus rapide, des animations, des choses comme ça. Et puis aussi parce que le mobile, contrairement au web, tourne sur des objets qui sont beaucoup plus personnels. En fait, le téléphone est devenu aujourd'hui quelque chose qui est très très personnel et qui nous accompagne dans tous nos mouvements, quoi. Et donc en fait on se rend compte que le mobile, du coup, les applications mobiles, les attentes des utilisateurs sur le mobile sont beaucoup plus importantes pour cette raison-là. Et en fait moi, pour être honnête, pour moi, les attentes des utilisateurs sur mobile versus le web peuvent être considérées encore plus grandes que ça, quand on commence à considérer le Play Store ou l'App Store. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mobile va laisser la parole à ses utilisateurs. Si on n'est pas content de quelque chose, on peut aller très vite mettre une mauvaise note sur le Play Store ou sur l'App Store, ou carrément mettre un commentaire assez négatif. Et donc ça va vraiment influer sur les attentes. En fait, en tout cas, le ressenti de l'attente va être encore plus amplifié à cause de cette dimension commentaire. Là où sur le web, ça passe par des canaux beaucoup moins publics, tels que Twitter, qui est un petit peu public quand même, mais c'est pas diffusé de façon complètement broadcastée comme on peut l'avoir sur le Play Store ou sur l'App Store, où des fois ça passera par mail, où là c'est complètement privé entre les deux acteurs, donc l'utilisateur et le fournisseur de contenu. Alors quand on a réfléchi à porter, on va dire, cette expérience utilisateur qu'on avait déjà sur le web, sur le mobile, on a quand même d'abord essayé de réfléchir un petit peu à tous les contextes en fait, qu'on peut avoir lorsqu'on voyage.
Donc il y a plusieurs contextes, et en fait il y a plusieurs terminaux, types de terminaux. Donc là, en fait, quand vous utilisez Capitaine Train, ça peut être soit pour rechercher votre billet et préparer votre voyage, ça peut être pour rechercher et l'acheter, ça peut être aussi lorsque vous êtes en train d'aller à la gare, lorsque vous arrivez à la gare, ou lorsque vous êtes en train de voyager, ou même après avoir effectué votre voyage. En fait, on se rend compte que chacun des terminaux, donc le desktop, lui, il est plutôt à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il va être très bien pour préparer votre voyage, potentiellement acheter votre billet, mais il n'a pas trop de sens dans le train. En fait, le client web, du coup, n'a plus trop cette notion-là, enfin cette importance-là. Quand on regarde la tablette, elle a quand même une étendue qui est assez large, parce que la tablette va vous permettre de préparer votre voyage. Elle est très bien adaptée à ça. Et puis, elle va même aller jusqu'à votre voyage en lui-même. Par contre, après, c'est pas forcément le meilleur terminal associé, dédié à ce genre d'usage. Le téléphone, lui aussi, a quand même un large panel d'utilisation, puisqu'on va pouvoir à peu près faire tout avec le téléphone. Et encore une fois, vu que le téléphone est un objet très personnel, ça a du sens en fait de complètement intégrer en fait cette phase de voyage en train, et donc de s'assurer que l'expérience de voyage est améliorée avec le téléphone lors de la phase voyage en train. Et puis enfin, un dernier aspect, c'est la montre. La montre, elle va plutôt être utile pendant le voyage et un petit peu après le voyage. Mais typiquement, on ne va pas faire de recherche sur une montre, ça n'aura pas vraiment de sens. Et donc en fait, si vous avez regardé les axes, on se rend compte que plus... on a cet aspect qui est assez bizarre, enfin c'est comique je dirais, entre la relation entre l'imminence du voyage et le fait que l'information soit concise ou pas. En fait, plus le téléphone est petit, en tout cas plus le terminal est petit, plus on va avoir, il va être utile dans lorsque le voyage est imminent. Un autre aspect qui était vraiment vital pour nous, c'était de continuer à avoir ce qu'on met one account, all device, you're always at home. C'est de dire on a un compte et ce compte il fonctionne partout. En fait, tout ce que vous faites sur un compte, que ce soit sur le téléphone, il va être répercuté automatiquement sur le desktop, ou inversement, si vous faites quelque chose sur le desktop, c'est automatiquement répercuté sur le téléphone. Alors ça, c'est quelque chose qui paraît complètement naturel, mais en fait, ça ne l'est pas. En fait, il faut vraiment le penser, hein. Ça l'est dans beaucoup de produits, mais ça ne correspond pas forcément à tous les usages. Donc, il faut vraiment réfléchir à votre usage. Et dans notre cas, quand vous achetez un billet quelque part, vous voulez le récupérer partout, donc c'était vraiment quelque chose qui était vital pour vous. Donc, donc maintenant qu'on connaît un petit peu qu'on a cette big picture du produit et vraiment de la vision de chacun des terminaux, comment on est passé du web au mobile? En fait, la première question à vous poser lorsque vous faites ça, c'est celle-là. Qu'est-ce que les utilisateurs attendent de vous en fait? Il ne faut pas essayer d'aller plus loin que ce que les utilisateurs vous demandent, il faut juste réfléchir à ce qu'ils veulent et répondre à leurs attentes. Et dans notre cas, en fait, les attentes des utilisateurs étaient assez simples. C'est-à-dire que sur le site web, ils avaient quelque chose qui leur permettait d'acheter des billets, de rechercher, d'acheter des billets et de retrouver leurs billets achetés. Et bien en fait, sur mobile, ils attendaient en tout cas au moins ça. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas en tête qu'on pouvait faire plus. Et donc il fallait au moins répondre à cette notion-là, c'est-à-dire de fournir au moins le même contenu que ce que faisait le web. Alors le problème, c'est que faire ça, le web à l'époque fournissait pas que la SNCF, on faisait aussi la Deutsche Bahn, on faisait aussi des TGV, Ouigo, on fait toujours, hein, mais déjà à l'époque, ça commençait à faire beaucoup de travail et si vous voulez avancer très vite et itérer très vite, c'est un petit peu gênant. Et donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a restreint un petit peu ce scope-là à la SNCF seulement. Pourquoi? Tout simplement en regardant nos statistiques. En fait, à l'époque, on regardait, et en fait la SNCF, c'était à 95% de notre vente. Donc ça ne servait à rien de perdre 4 mois de développement pour gérer d'autres transporteurs, juste parce qu'on avait envie de répondre à tous les transporteurs. Alors vous allez me dire, ouais, mais normalement si vous faites la SNCF, vous les faites tous. Et bien c'est pas vraiment ça, parce qu'en fait, en France, on a une façon de voyager en train qui n'est pas la même en Allemagne. Par exemple en Allemagne, vous devez forcément, lorsque vous achetez un billet de train, avoir un document d'identification. Et vous devez le rentrer lors de l'achat, qui est un passeport, une carte d'identité, ou peut-être votre carte bleue lors de l'achat. De la même façon, avec IDTGV, Ouigo, des choses comme ça, vous ne pouvez pas vraiment vendre le billet de train nu, il faut le vendre avec des options. On n'aura pas la prise, une valise supplémentaire, un ID sandwich, une tablette pour regarder un film, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses que fournissent d'autres transporteurs en France, qui ne sont pas disponibles, on va dire, via la SNCF, qui est quand même un processus assez simple, où on a juste première et seconde classe.
En fait, sur d'autres transporteurs, on a des choses beaucoup plus compliquées. Et donc, pour éviter de perdre du temps dans ces développements-là, l'approche, en fait, a été tout simplement de restreindre les développements. Une autre notion, en fait, qu'on a vraiment voulu bien intégrer, c'est un peu dans les contraintes que je vous donnais au début, c'est que vous pouvez très bien avoir un réseau qui n'est pas forcément très fiable. Vous pouvez même avoir des coupures, notamment dans le cas du train. Je pense que vous savez à peu près de quoi je parle. Quand vous êtes en train et que vous n'avez même pas vos mails, c'est très gênant. Et donc en fait, c'était impératif pour nous, c'était de s'assurer que si vous aviez récupéré vos billets de train, donc, qui étaient disponibles sur le mobile, il fallait que même s'il n'y a plus de réseau, vous puissiez accéder à ces billets et présenter potentiellement soit le code barre, ou soit le PDF, hein, toutes les choses qui peuvent être demandées lors de votre voyage en train, directement en utilisant l'appli mobile, même s'il n'y a pas de réseau. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de choses qu'on a pu intégrer et qui se font en fait sans que le réseau soit présent. Donc comme je disais, la disponibilité des billets, mais on peut aussi faire des opérations qui sont potentiellement asynchrones et qui peuvent être mises en cache en attendant qu'on retrouve le réseau. Donc vous pouvez par exemple supprimer un billet de votre panier. Ça en fait, ce qu'on va faire, l'appli mobile va dire ok, je ne l'affiche plus dans l'interface graphique, je le mets de côté, puis dès que j'aurai le réseau, je vais envoyer ça au serveur en disant on supprime bien cette option d'achat, puisqu'en fait l'utilisateur n'en veut plus. De la même façon, vous pouvez supprimer des passagers, même s'il n'y a pas le réseau, on vous dira oui, ok, il n'y a pas de problème, je le ferai quand j'aurai du réseau. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas du tout gérées, ou en tout cas, on n'a même pas de sens de gérer tout ça sur web. Un autre aspect aussi, également, c'était les suggestions de recherche. Alors c'est un point assez marrant. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sur le site web, vous cherchez Paris, en fait vous voulez Paris-Montparnasse, donc dès que vous tapez Paris, on va proposer Paris-Gare de Lyon, Paris-Montparnasse. Et en fait ça sur mobile, vous voulez clairement pas attendre cet aller-retour entre le serveur, donc dès que vous tapez P, faire un aller-retour avec le serveur pour demander c'est quoi les gares qui contiennent P ou qui commencent par P. Donc en fait ce qu'on a fait, c'est que sur mobile on a bundlé toutes les suggestions de stations. Donc on a plus de 15 000 suggestions qui sont automatiquement disponibles dès que vous ouvrez l'application sur votre mobile. Donc ça permet quoi? Ça permet déjà d'améliorer l'expérience utilisateur parce que lorsque vous tapez sur une touche, automatiquement vous avez une réponse, puisque tout est en local, ça va très vite, vous n'avez pas à attendre un aller-retour avec le réseau. Et surtout en fait c'est la première expérience d'onboarding. En fait. La première fois que vous ouvrez l'application, tout ce que vous voulez c'est utiliser l'application et vous ne voulez surtout pas qu'il y ait un temps de latence avec une espèce d'installation des suggestions ou un aller-retour avec le serveur. En fait, là directement, vous installez l'application, vous pouvez chercher votre Paris Tour sans aucun problème, puisque tout est en local. Alors voilà ce que ça donne sur le site web. Ce que ça donnait, peut-être que ça a changé un petit peu depuis que j'ai fait les slides. Donc la première idée qu'on s'est dit pour respecter tout ce que je viens de dire, c'est de faire ça. Et en fait, là, on se rend compte que typiquement, l'écran, il y a plus de pixels. On peut afficher, si on zoomait, en fait, on aurait autant de qualité, je pense, que sur un desktop. Par contre, en final, en termes d'interaction, c'est juste pas possible. En fait, si vous allez sur le site web, c'est ce que ça donne actuellement. Mais on offre des applications mobiles. Et à la place, plutôt, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai complètement animé. Donc, là où vous aviez deux panneaux, par exemple, sur le site web, vous avez le panneau avec les champs de recherche et ensuite le panneau avec le détail de chaque champ. Là, vu qu'on n'a pas la place sur l'écran, on va faire plutôt un système où on pousse des écrans. Donc, dès qu'on clique sur un champ, le champ reste visible en haut et on affiche le contenu de ce champ. Donc là, typiquement, j'ai lancé une recherche. Je recommence. On tape sur From, les suggestions s'affichent avec les suggestions de proximité. Donc, j'utilise vraiment cette notion de contexte qu'on donnait tout à l'heure. Je recherche Nantes, mon calendrier pour le départ, la date de départ. Je choisis ma date de départ, je choisis mes passagers et je peux lancer ma recherche. Donc vraiment, en termes de fonctionnalité, on est vraiment iso-fonctionnel avec ce qu'on peut avoir sur le web. Par contre, on a vraiment une interaction qui est complètement différente. Le design, c'est plateforme dépendante. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le design qui est ici, c'est pas le même sur iOS. Notamment, on en reviendra un petit peu par la suite, mais la tab bar, pardon, sur Android est toujours en haut. C'est historique, voilà, c'est peut-être pas la meilleure option, mais en tout cas sur Android c'est comme ça que ça doit se faire, parce que les utilisateurs s'attendent à ça. Il ne faut pas essayer de les sortir de leur contexte, vraiment laissez-les où ils sont, avec les interfaces
qui leur paraissent familières. Par contre, sur iOS, vous allez avoir la tab bar en bas. Ça veut dire quoi aussi d'autre? Ça veut dire que vous devez utiliser ce qu'on appelle des large touch area, donc des zones où vous allez toucher des boutons qui sont plutôt très gros. En général, on considère qu'il faut au moins 40 dp, donc 40 dp, c'est-à-dire 40 pixels dans une densité de 160. Bon, en gros, c'est des boutons d'1 cm par 1 cm, si on ramène ça en centimètres, au minimum. Split screens, donc c'est vraiment de séparer les écrans. Donc là où vous aviez un écran parce que vous avez de la place sur desktop, vous allez en faire un ou deux, vous allez en pousser un master. Enfin, vous avez une liste par exemple d'éléments et puis vous allez pousser le détail de chaque élément, alors que sur le site web, vous pouvez tout afficher dans la liste parce que vous avez accès à tout. S'assurer que la navigation est simple. Alors là où sur le web, c'est pareil, c'est historique, c'est que vous pouvez aller d'une page à une autre, il n'y a pas vraiment de hiérarchie d'informations. En fait, sur le mobile, il faut vraiment s'assurer que vous avez cette hiérarchie d'informations. Donc un écran a forcément un écran par an. En fait, au lieu d'avoir un graphe, là où d'un écran on peut aller à n'importe quel écran, on forme un graphe, sur mobile on va plutôt former un arbre. C'est-à-dire qu'un écran a forcément un parent unique. Et on ne peut pas aller, je ne sais pas si je vais dans le détail d'un passager, je ne pourrais pas aller sur le détail d'un PNF, d'un billet, sans revenir en fait à cet écran principal, parce que c'est là que tout se passe, quoi. C'est vraiment l'écran d'entrée où vous allez pouvoir avoir accès à d'autres informations. Et puis un autre aspect aussi qu'on met vraiment en avant, donc qui commence à arriver aussi sur le web, mais qui est là depuis le tout début de la genèse du mobile, si je puis dire, c'est d'avoir vraiment c'est que les animations transportent du contenu et transportent de l'information. Notamment là, on comprend bien ce qui se passe en fait avec ce genre d'animation. Donc là, on est en train de rechercher un passager, on clique sur une recherche, donc on comprend bien avec ce ripple effect, comme ils appellent ça, qu'on est en train d'ouvrir le contexte de recherche, et puis c'est bien dans la liste des passagers actuellement affichés qu'on va rechercher, puisque cette liste, elle est en train de glisser vers le haut, et c'est bien dans cette liste-là qu'on va faire la recherche. Et en fait, on peut imaginer que s'il n'y avait pas du tout de transition, on ne comprendrait pas pourquoi on passe d'une barre là-haut qui est verte et d'un coup blanche, alors que là, vraiment, la transition explique vraiment ce changement d'état entre la liste des passagers et la liste de recherche des passagers. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire KISS, Keep It Simple Stupid. Donc c'est vraiment la base, je dirais, c'est en tout cas s'il y avait 4 mots à se rappeler en mobilité, c'est ça. C'est de vraiment s'assurer de simplifier les choses et potentiellement de repartir d'une feuille blanche lorsque vous avez un site web et que vous souhaitez faire une application mobile. Donc ça donne quoi en fait au jour d'aujourd'hui l'application Captain Train? Ça donne ça. Donc là je vous ai présenté l'application Captain Train Android. Là typiquement je vous parlais tout à l'heure d'un graphe versus un arbre. On a vraiment un arbre, c'est-à-dire que lorsque vous arrivez, votre point d'entrée est ici. Vous pouvez potentiellement aller sur ces écrans-là. Donc là si je lance une recherche, j'arrive ici, mais si j'avance dans le détail d'un élément de recherche, j'arrive ici, et puis si je commence à rechercher, j'arrive ici. Mais d'ici, je ne peux pas aller, je sais pas, à genre mon panier. On est obligé de revenir ici, et c'est d'ici que je pourrai aller à mon panier. Voilà, donc on a vraiment une notion d'arbre et une navigation qui est simplifiée, là où sur le web, on peut potentiellement aller n'importe où, et quand on va cliquer en fait sur Back, enfin, Up, il y a 2 boutons sur Android qui s'appellent Up et Back. Si on va cliquer sur Back sur Android, on sait forcément où on va aller en fait, c'est déterministe. Alors que sur le web, si moi je fais, par exemple j'utilise le site web, je fais plein de choses sur le web, je vous donne l'ordinateur, vous faites Back, vous savez pas où vous allez aller en fait, c'est pas automatique. Alors que là sur Android, sur Android ou mobile en général, si je fais quelque chose avec l'application, je vous la donne, vous faites Back, normalement vous pouvez savoir de façon déterministe où vous allez vous retrouver. Parce qu'on a cette notion d'arbre et pas de graphe. Donc voilà, il manquait encore un bout, mais voilà, et encore il n'y a pas beaucoup. C'est vrai que ça fait pas beaucoup. Ça paraît pas beaucoup quand on l'utilise, mais en fait il y a tout ça, sachant que chaque stack là, c'est un état du même écran. Et il en manque encore plein avec le Captain Train for Business qui est sorti il y a pas très longtemps. Un autre aspect, c'est que le mobile, comme je vous le disais, il n'y a pas beaucoup de place. Donc la marque, c'est pas ce qu'on met en avant, hein. On essaie d'éviter ça. Alors, ça dépend des marques, mais notre approche chez Captain Train, c'est vraiment ça, c'est de dire qu'en fait, on ne se veut pas narcissique, on se veut pas, voilà, on n'est pas centré sur nous-mêmes. On pense en fait que la marque, elle réside dans l'expérience utilisateur, justement, et dans le look and feel de l'application. Donc ça passe par quoi? Par l'identité visuelle, le vert, ces anti-states là qu'on peut voir,
Donc quand vous avez un panier vide, quand vous n'avez pas de ticket, vous avez un petit train, quand vous n'avez pas de passagers non plus. Donc ça clairement, ça porte votre marque et ça la transporte jusqu'à l'utilisateur. De la même façon, vous avez aussi le style d'écriture. Donc le style d'écriture de Capitaine Train, il est plutôt marrant mais en même temps sérieux. Notamment si vous essayez de contacter avec le support, vous verrez que les gens essaient de respecter ce writing style, enfin ce style d'écriture. On a même des conférences en interne qui s'appellent le ton Capitaine Train, donc c'est pour vous dire on a vraiment un ton défini en interne et qui est important de respecter et qu'on respecte dans chacun de nos clients. Et ça véhicule encore une fois votre marque, il n'y a pas besoin forcément d'afficher votre logo. Et puis aussi souvent vous avez ce qu'on appelle un tour ou un tutoriel. Alors je ne suis pas fan des tutoriaux au début des applis parce que s'il y a un tutoriel c'est que l'ergo n'est pas top, ou en tout cas voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Dans notre cas on a un tour juste pour vous présenter rapidement ce que vous pouvez faire avec l'application et typiquement ici vous pouvez aussi essayer d'exposer votre marque. Donc là quand on regarde ces écrans là on se rend compte que le logo Capitaine Train en fait vous ne l'avez pas. En vrai il est là, tout petit là. Mais c'est juste parce que je nettoie toujours les écrans qu'on partage, ils sont toujours nettoyés à 13h37 avec une batterie à fond et le logo de l'application, de la notif Capitaine Train. Mais en vrai, si vous l'utilisez comme ça et qu'il n'y a pas de notif, vous n'êtes pas en train de voyager, il n'y aura pas cette notif. Et donc vous n'aurez pas du tout la marque, enfin en tout cas le logo Capitaine Train ou même le mot Capitaine Train n'est pas affiché sur ces écrans-là. Et c'est pas grave parce que les gens, de toute façon, en fait, connaissent bien l'application par tout ce que j'ai donné là, où ils ont en fait cliqué sur une icône quand même. Il ne faut pas oublier cette icône. C'est elle aussi qui vient véhiculer votre marque, d'accord? Alors, cette icône, elle est vraiment vitale, pour plusieurs raisons. La première, déjà, c'est que c'est le point d'entrée de votre application, donc c'est la première interaction entre votre appli et l'utilisateur. Ça ne se passe pas dans votre... Enfin, c'est pas votre appli directement, hein, c'est le launcher de votre téléphone, mais c'est là que ça se passe, hein, la première interaction, elle se passe ici. En fait, elle se passe même un petit peu avant, c'est-à-dire quand vous téléchargez l'application sur le Play Store, vous voyez cette icône. Donc si cette icône elle vous parle, elle vous donne envie de télécharger l'application, vous allez potentiellement augmenter le nombre d'utilisateurs de votre application et le nombre de downloads. Donc ça c'est quelque chose que vous devez vraiment peaufiner et réfléchir. Donc sur Android, on verra un petit peu par la suite, on a des guidelines, ou en tout cas des règles visuelles qui définissent un petit peu ces icônes. Là sur d'autres plateformes on en aura d'autres. Donc vraiment, ce qu'on se rend compte c'est que le design est fait tout simplement par l'expérience utilisateur. Donc essayez pas de mettre en avant votre marque avec un gros splash screen en plein milieu qui affiche Google Maps par exemple. Ça sert à rien, de toute façon on sait qu'on est dans Google Maps. Mais je troll aussi un petit peu de temps en temps. Un autre aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est que là je vous parlais, vous avez vu beaucoup de screenshots Android parce que voilà c'est mon domaine, mais il faut aussi comprendre que vous pouvez aller plus loin sur d'autres plateformes et respecter chacune de ces plateformes. Donc n'hésitez pas à aller plus loin que votre app. Votre app, c'est pas juste une icône sur laquelle vous cliquez et qui s'ouvre et qui se met en plein écran sur votre téléphone. En fait, votre app, elle peut aller plus loin que ça. Elle peut aller se mettre dans d'autres applications du système. Et par exemple, sur iOS, vous avez Passbook, qui va vous afficher en fait des sortes de billets virtuels qui permettent d'afficher, par exemple ici, la state code que vous devez présenter au contrôleur lorsque vous voyagez. L'équivalent sur Android, ça va plutôt être Google Now. Google Now, c'est pas notre application, et pourtant, on est disponible dans Google Now sur Android. Et en fait, comment ça marche? Tout simplement, pour Passbook, on envoie un mail avec un Passbook, un format standard, en tout cas défini par Apple. Et puis, dans le cas de Google Now, c'est de la même façon. Lorsque vous recevez un mail, en fait, il y a des métadonnées qui sont un petit peu, qui sont pas visibles à l'œil nu, si je puis dire, sauf si vous allez regarder le code source. Mais en tout cas, pour le commun des mortels, ne sont pas visibles et qui sont interprétées par Google pour générer ces cartes Google Now. Un autre aspect, c'est les notifications. Lorsque vous allez prendre votre train, 20 minutes avant sur Android et une journée avant sur iOS, on va vous présenter que vous avez un trajet qui est imminent, un voyage qui est imminent. Alors pourquoi une journée sur iOS, pourquoi 20 minutes sur Android? Tout simplement parce qu'on essaie de comprendre chacune de ces plateformes. Et en fait, les notifications sur Android, elles sont très instantanées, elles sont vraiment sur le moment. Donc en fait, quand vous recevez un SMS, c'est vous avez reçu un SMS maintenant. On ne va pas avoir un SMS, vous avez reçu le SMS il y a une journée, typiquement il ne devrait plus être dans votre système de notification. Par contre sur iOS, en fait le système de notification, en vrai c'est plutôt le To-Day widget. Donc on a un onglet notif, d'accord, mais on a aussi un To-Day widget, donc ce qu'il appelle l'onglet qui est juste ici. Et ça va vous résumer votre journée. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait sur iOS,
on commence à notifier du voyage une journée avant. Parce qu'en fait, on se place dans un contexte où on doit afficher une information sur la journée de l'utilisateur. Là où sur Android, on est plutôt sur le moment. Et en fait, on se rend compte de ces différences-là. On se rend compte aussi des différences d'action, parce qu'en fait, est-ce que ça a du sens d'afficher votre code barre sur genre le matin alors que votre train est le soir? Pas du tout. Là où, comme on est dans l'instant sur Android, ben, on va pouvoir mettre directement des actions qui vous permettent d'accéder à des informations importantes sur le moment. Donc n'hésitez pas à bien comprendre ces plateformes-là et à les embrace, embrasser en français, je pense que ça ne se dit pas, mais embrace, voilà. Et donc il n'y a pas que cet aspect-là, il y a aussi le design language, donc le visuel, le langage visuel de chacune des plateformes. Donc chacune des plateformes fournit des guidelines, les matériels guidelines pour Android. Vous allez avoir les Human Interface Guidelines chez Apple. Donc ces guidelines-là, c'est un début. C'est pas forcément, vous ne devez pas forcément comprendre exactement, ou en tout cas respecter exactement à la lettre ce qui se passe. Hein. C'est pas une Bible, ou c'est pas un Coran, ou enfin, ce que vous voulez. C'est plutôt juste un début, ça vous donne des idées sur, vous devez essayer de respecter ça pour que votre utilisateur comprenne bien votre interface. Et donc là, on revient en fait un petit peu à l'exemple que je donnais au début. Typiquement, les guidelines entre iOS et Android sont différentes en matière de tab bar. Sur iOS, on va avoir une tab bar en bas, puis sur Android, comme je le disais, on va avoir une tab bar plutôt en haut. Alors vous allez me dire, ouais, mais en termes d'ergo, moi je préférais que ça soit en bas parce que comme je tiens mon téléphone en bas, je veux accéder rapidement à mes tabs. En fait, je suis d'accord avec vous, sauf que sur Android, il y a aussi quelque chose qui est caché, donc un geste caché, qui est que vous pouvez toujours swiper, donc glisser votre doigt de droite à gauche pour changer d'onglet. Donc en fait, vous n'avez jamais besoin d'aller directement là-haut. Vous pouvez le faire juste en faisant un swipe droite-gauche qui va vous permettre de changer d'onglet. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout courant sur iOS et qu'on n'a pas du tout implémenté sur iOS. Un autre aspect, comme je disais, c'est l'icône. Donc l'icône, elle est différente entre iOS et Android. Sur iOS, on va avoir ce qu'on appelle le squircle, qui est un espèce de mélange de square et de circle. Parce qu'en vrai, c'est pas vraiment un rectangle arrondi, c'est un petit peu modifié. Et ce squircle, dans lequel on va intégrer le logo, donc le logo de la marque. Par contre, sur Android, on ne veut pas ce squircle. En fait, les guidelines sont plutôt, on doit avoir une forme qui est reconnaissable. C'est-à-dire que même si vous la mettez juste la forme, donc imaginez en mode filaire, que l'extérieur, vous devez avoir une icône qui est représentative de votre application. Vous devez la reconnaître. Peut-être avec un peu d'expérience, mais en tout cas, ça, c'est une icône que vous n'allez pas retrouver. C'est pas juste un carré que vous allez retrouver sur toutes les autres icônes, même si toutes les autres icônes étaient en filaire. Donc là, on a vraiment une différence. Et puis aussi, il y a cette notion de métaphore qu'on a beaucoup plus sur Android que sur iOS. En fait, l'icône doit véhiculer une métaphore de ce que l'application va vous fournir. En l'occurrence, ce qu'on fournit, on verra un petit peu. En l'occurrence, ce qu'on fournit chez Captain Train, c'est beaucoup de billets. Donc on a vraiment cette notion de billets empilés les uns sur les autres, en essayant aussi de répéter un petit peu les couleurs de la marque et la marque également. Alors tout ça, c'est vraiment délicat, hein, parce que le design, en fait, c'est vraiment une balance entre la marque et les guidelines de la plateforme. Alors, quand on va voir le designer de la marque, il n'en a rien à faire des guidelines de la plateforme. Et puis, quand on me demande à moi, moi je veux que les guidelines de la plateforme. Donc, c'est vraiment délicat. Et en fait, c'est un process qui prend énormément de temps. Et donc, l'historique un petit peu de l'application Captain Train, ben voilà. On a eu plein d'icônes. Si je devais calculer le temps que j'ai passé sur l'icône, peut-être un mois ou deux de travail, je pense. C'est vraiment juste énorme. Mais c'est super important, encore une fois, parce que c'est le point d'entrée de votre application. Donc en fait, on a commencé, c'est moi, quand je suis arrivé chez Captain Train, j'ai dit il me faut une icône, je ne vais pas laisser l'icône de base d'Android, ce qui est un peu moche. Donc j'ai juste fait ça, donc un pauvre carré, qui était vraiment un peu l'équivalent de ce qu'on avait sur iOS à l'époque en interne. Un carré noir avec le logo de Captain Train à l'époque, la petite logo, avec un petit peu cet effet extrudé, 3D, tout simplement parce qu'à l'époque on était sur le design holo, donc l'ancien design, on va dire avant Material Design, qui était beaucoup moins flat et plus en profondeur comme ça, et moins de shadow, mais vraiment plus en extrusion que d'utiliser les différents niveaux avec des shadows sur chaque niveau. Et puis ensuite, on a un petit peu retravaillé cette icône ici. En fait, je ne me rappelle même plus exactement des différences, mais il y a des différences. Et puis on s'est dit, ouais, mais là, c'est pas top, il faut vraiment qu'on essaie de... Ah non, c'est ça, je me rappelle. En fait, ça c'était la bêta, on a sorti une bêta privée avec l'application. Et là, on a été
plutôt très mal accueilli. C'est-à-dire que les gens se sont attendus à quelque chose d'autre pour Android. Ils n'attendaient pas quelque chose comme ça. Ils voulaient quelque chose qui soit plus Android friendly. Et donc après, on a recommencé à réfléchir en fait sur ce thème-là. Donc on s'est dit, c'est vrai que le problème du gris, c'est qu'il ne véhicule pas du tout la couleur de la marque, qui était le vert. Donc on a fait une icône verte. Elle était juste horrible, vous êtes d'accord avec nous. Donc on n'a pas du tout continué sur cette voie-là. Après on a commencé à réfléchir un peu plus à la métaforme, donc comme je disais, et on est arrivé sur des choses un peu comme ça. Donc avec un espèce de portefeuille de billets, mais les billets, le problème c'est qu'en fait les billets en France c'est pas les mêmes billets en Allemagne, ils ont tous une forme un peu différente, donc c'est pas facile d'utiliser les billets, et puis en plus là on a introduit des couleurs qu'on ne trouve pas du tout dans l'app, donc pourquoi introduire du bleu, du jaune, c'est un peu moyen. Ensuite on a plutôt privilégié ce genre d'aspect quoi, donc on retrouve encore ces billets mais beaucoup plus sobre, avec une couleur majoritairement blanche, un petit peu de couleur pour essayer de ressortir un petit peu chacun de ces billets, mais globalement on retrouvait le vert, il n'y avait plus que jaune à essayer de supprimer. Et puis en fait en prenant cette voie là on s'est dit, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que ça ressemblait à une autre icône qui existait déjà, qui était Facebook à l'époque, Facebook sur iOS. Donc on a complètement abandonné cette idée là et on a voulu simplifier encore parce qu'il y avait encore beaucoup de bruit ici, c'est vraiment... il faut pas oublier que cette icône elle est affichée en tout petit, donc c'est quand même une icône qui a beaucoup de contenu, beaucoup d'entropie. Donc c'est assez compliqué de présenter ça directement sur mobile, donc on voulait quelque chose de plus sobre. Et donc on est arrivé sur cet empilement de tickets, les uns derrière les autres, avec la marque clairement affichée en façade. Alors ici vous voyez, donc ça c'était à l'époque parce qu'on était plutôt sur du holo. Aujourd'hui on est maintenant sur quelque chose qui est beaucoup plus flat, avec le nouveau logo bien sûr. Et puis donc ces effets, donc, je ne sais pas si on le voit, mais donc, on a vraiment un gradient, donc on voit que la lumière vient en fait du coin supérieur gauche, donc on a vraiment ce voile léger de lumière avec des arêtes un petit peu pour bien comprendre que la lumière vient du sud. Mais ça c'est ce qu'on a actuellement. En fait ça peut parfaitement changer dans une prochaine version. Pourquoi? Parce qu'en fait le vrai secret du design c'est qu'il y a toujours des itérations. C'est des itérations après des itérations, des itérations. D'accord, donc il ne faut vraiment pas oublier ça lorsque vous faites quelque chose, il ne faut pas juste dire ça y est, maintenant c'est fini, je ne pourrai plus jamais le modifier. Non, vous avez accès à tout. Essayez juste pas trop de le modifier parce que les utilisateurs aussi s'habituent à quelque chose. Mais globalement, le secret d'un bon design, c'est l'itération. Voilà, donc ça c'était sur tout l'aspect, on va dire, développement, ergonomie, UI. Comme on est aussi un peu développeur, il y a des petites choses qui change entre ce qu'on pourrait s'attendre notamment sur desktop ou sur serveur en termes de release, process, de ce qu'on peut trouver sur mobile. Alors déjà, comment ça se passe le mobile? Alors déjà, il faut beaucoup dogfooding. Donc ça, c'est pas forcément spécifique au mobile, mais c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait, qui nous a permis notamment de pouvoir découvrir des fonctionnalités qu'on n'avait pas sur le site web et qui nous manquaient vraiment lorsqu'on voyageait. Je pense notamment à l'application montre. Typiquement, c'est sorti en fait d'un besoin qui était que je voyageais, j'avais une montre, je trouvais ça dommage de ne pas pouvoir utiliser la montre comme présentation de titre de transport. Un autre aspect, c'était la notification que je vous ai montré tout avant, juste au début, qui présente également votre état de voyage, donc lorsque vous êtes avant le voyage, pendant le voyage, lorsque vous devez arriver un petit peu avant pour des cas comme Eurostar ou Ouigo. Donc ça c'est quelque chose qui nous manquait aussi, donc on l'a traité. C'est vraiment cet aspect dogfooding qui est super important lorsque vous créez un produit, parce qu'il va vous permettre vraiment de comprendre les problèmes et de découvrir les fonctionnalités qui manquent, et potentiellement les développer. Et ça vous met vraiment en fait en situation réelle sur votre produit. Une fois que vous avez créé votre produit, il ne faut pas directement le sortir à tout le monde, il faut essayer de faire une phase de bêta test. Alors le bêta test, il y a plusieurs façons de le faire. Comme on a fait chez Captain Train, on a fait en fait 6 mois, même pas 4 mois avant la release, on a commencé une phase de bêta test privé. Alors ces bêta tests privés, c'était un petit pool d'utilisateurs, de 50 utilisateurs, qui étaient en fait des utilisateurs réguliers. C'est-à-dire qu'on savait qu'ils voyageaient au moins une fois par semaine. C'est vraiment des gens qui utilisaient beaucoup le train. Et on voulait qu'ils puissent tester l'application avec beaucoup d'intensité. Et donc en fait on a utilisé notamment le Play Store. Vous pouvez faire votre bêta test un peu comme vous voulez avec Android. Sur iOS il y a d'autres systèmes. iTunes Connect vous permet maintenant. Avant on était sur TestFlight. TestFlight, exactement, merci.
Maintenant, c'est iTunes Connect. Enfin, dans iTunes, Ils ont racheté Tesla. Exactement, c'est ça, ça a été intégré. Sinon, vous pouvez faire sur Android ou iOS aussi avec Crashlytics. Il y a plusieurs techniques. Nous, on a voulu vraiment garder les choses simples, donc on a fait une communauté Google Plus privée dans laquelle on met des utilisateurs, et ces utilisateurs ont accès via le Play Store directement à l'application. Donc ça, c'est l'avantage en fait d'utiliser la méthode de base du Play Store, c'est qu'en fait l'application est disponible comme n'importe quelle application dans le Play Store. Donc pour l'utilisateur, c'est complètement transparent. Et même si vos bêta-testeurs, en général, surtout quand c'est la première version, ça fait 2 ans qu'ils demandent une appli, ils sont vraiment très motivés pour la tester, essayez quand même de leur faciliter la vie. Et ce genre de système permet vraiment de diminuer la friction en fait, entre vous et l'utilisateur. Et donc ça permet quoi le bêta-testing? Ça permet bien sûr d'avoir encore une fois des retours, mais qui ne viennent pas forcément de vous, parce que n'oubliez pas que ça fait en fait 1 an que vous travaillez sur votre appli, vous avez le nez complètement dans le guidon. Il y a potentiellement des choses que vous n'avez pas vues et que eux verront parce qu'ils utilisent l'appli et ils ne l'ont pas développé au jour le jour. Donc ils vont vous remonter des feedbacks sur le visuel, sur l'ergo, sur les points un petit peu bloquants de l'utilisation, des choses comme ça. Et puis alors ça marche très bien au début. En fait, on se rend compte que la phase de bêta, donc on en fait tout le temps avant chaque release, une semaine avant la release, on se rend compte que les gens sont de moins en moins motivés. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne voient même plus qu'il y a une bêta, ils utilisent l'application, ça fonctionne bien, ils ne voient même plus les nouvelles choses qu'on rajoute. Alors pour nous, ça peut paraître inutile de faire une bêta, mais en fait non. Parce qu'en fait, il y a aussi des retours transparents. Si vous avez un système de remontée de crash, comme Crashlytics, par exemple, ou Play Store, mais Play Store, il faut que... C'est un petit peu dommage parce qu'en fait, vous êtes l'utilisateur est obligé de valider le retour, comme quoi il y a eu un crash et que le crash remonte au Play Store. Donc, en général, vous avez un crash sur 30 qui doit remonter au Play Store. Il vaut mieux utiliser des systèmes comme Crashlytics qui remontent tout le temps les crashs. Et donc ça, en fait, même si la bêta elle est transparente pour les gens, si vous avez un crash pendant une bêta, vous pouvez le voir. Même si eux, ils n'ont pas voulu forcément, ils n'ont même pas pris la peine de vous remonter ce problème. Donc c'est vraiment important de continuer cette phase de bêta. Comment ça marche chez Captain Train? Des release trains, donc c'est le modèle release trains. On vend des billets de train, on fait un process release train. Pourquoi les release trains? Alors déjà, il faut bien comprendre que sur mobile, les gens, encore une fois, ont des attentes bien supérieures à ce qu'on peut trouver sur web. Et leur faire une mise à jour comme on pourrait faire sur le site web 3 fois par jour, c'est pas viable. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois il y a une notif qui s'affiche là-haut. Moi si j'ai une application qui se met à jour 3 fois par jour, c'est sûr je la désinstalle parce qu'elle commence vraiment à m'énerver. Donc en fait on ne peut pas se permettre de réaliser toutes les semaines, et donc on va réaliser en fait tous les N semaines. Et j'expliquerai un petit peu par la suite. Et donc tous ces N semaines en fait ça veut dire qu'on fait des versions toutes les N semaines. Et ces versions elles sont remplies comment? En utilisant le système de release train. Donc ça veut dire quoi? En gros, plutôt que d'avoir des deadlines dans lesquels on dit dans cette V1 je vais mettre fonctionnalité A, B, C, en fait on va dire dans cette V1 qui part à une heure donnée, je vais mettre ce qui est prêt. Voilà. Donc, comment ça se passe? Ça se passe tout simplement. Donc je vais développer A, enfin les gens de la team vont développer A, B, C, D, et puis là on arrive sur le train part. Donc qu'est-ce qu'on fait? En fait on met tout ce qui est disponible, c'est-à-dire A, B, C, et puis D n'étant pas fini, D sera dans le prochain train. S'il est prêt, s'il n'est pas prêt, ce sera le prochain train quand il est prêt. Donc on finit D, on finit E, enfin on travaille sur d'autres choses, donc potentiellement tout ça en parallèle, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs développeurs. Et là, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans le release train 2, de la V2? On va mettre tout ce qui est disponible, D, E, F, G. Voilà, tout simplement. H étant le prochain release train, quand le train part. Alors vous allez me dire, ouais, mais tout ça c'est bien, mais en vrai, potentiellement, il y a d'autres contraintes. Oui, il y a d'autres contraintes, en effet. Qui sont que le produit peut dire... doucement, vous êtes prêts en termes de dev au niveau Android, mais nous, on n'est pas prêts en termes de produit, on va encore changer quelque chose. Le back-end peut ne pas être prêt. Donc, vous utilisez une API qui est potentiellement pas finalisée. Le marketing aussi peut être pas prêt, c'est-à-dire qu'ils veulent attendre une certaine date ou une certaine conférence pour annoncer en grand pont telle ou telle fonctionnalité. Et puis, il y a le côté légal. On n'est pas encore un petit peu ces problèmes-là, mais ça peut vite arriver. Vous dire, en fait, dans tel pays, vous n'avez pas le droit de sortir telle chose parce qu'il y a une loi qui l'interdit, etc. Et donc tout ça, ça peut être bloqué en fait par ce que j'appelle des feature toggles. Donc vous avez au final potentiellement donc ces features en fait sont tout le temps activables via un feature toggle pour s'assurer qu'en fait vous pouvez les activer que quand c'est vraiment nécessaire et quand c'est possible de la part de toutes les équipes de la société. Et ensuite, en termes de... Donc on a ce système de release trains. Ensuite, comment on va publier? Donc, on a créé des versions. Comment on va publier? En fait, c'est assez simple. Ça suit un pattern qui est récurrent.
qu'on a mis en place et qui s'écoule sur 6 semaines. Donc en fait, en week 1, on travaille, week 2, week 5, jusqu'à week 5. Et en week 5, donc à la 5e semaine, feature freeze. C'est-à-dire que là, on arrête, on dit c'est fini, tout ce qui est déjà dans l'app, donc restera dans l'app. Par contre, si tu commences une fonctionnalité, elle sera, même si elle est finie avant, elle ne sera pas dedans. Parce qu'on veut la tester. En week 6, on fait une release, donc en fait on termine, on fait un package, un APK ou un IPA en l'occurrence, et on termine cette release-là, et on met ça donc dans le channel bêta sur le Play Store. Donc ça va être disponible pour nos bêta-testeurs privés, à peu près une 50aine de personnes. Ces utilisateurs vont pouvoir tester pendant une semaine l'application, en fait, sans que les autres aient cette application. Alors, les slides datent un petit peu, donc ça a un tout petit peu changé, mais globalement, en fait, ce que j'appelle maintenant, enfin ce qu'on là, on voit public release, c'est en fait public release 5%. Donc on va faire maintenant aussi un déploiement progressif sur une semaine. Donc en clair, en week 7, on va commencer à réaliser à 5%, ce qu'on a fait aujourd'hui, pardon. Demain, ça sera 10, le jour d'après 20, etc. Jusqu'au mardi prochain, où on sera à 100%. Donc en week 8, en semaine 8, on sera à 100%. Alors je parle de mardi, pourquoi? Parce que c'est toujours le mardi qu'on réalise. Pourquoi? Parce que le lundi, tout le monde dépile. Moi en plus, comme je vis à Nantes, mais je travaille à Paris, donc j'ai mon train, etc. Je suis toujours un peu naze le lundi, c'est pas le moment de faire une release. Et puis le mardi, en fait, c'est un début de semaine, donc c'est plutôt positif. S'il y a des problèmes, vous avez 4 jours pour corriger le truc. Réaliser un vendredi, ça se fait pas. Hein. On peut le faire, mais c'est très grave. Donc voilà un petit peu le système. Feature freeze, beta release, public release avec 5% et enfin stage rollout, mais on commence à publier potentiellement et là votre appli elle est dans la nature et vous ne pouvez plus rien y faire. Hein. S'il y a un problème, c'est trop tard, vous avez de toute façon la main dessus. Et puis ce système-là, bah, en fait il se répète. Pour donc là on était sur VN, VN plus 1, VN plus 2, VN plus 3, mais c'est toujours le même cycle. Donc au final, ce que je vous disais, aujourd'hui on a réalisé le mardi, on a réalisé, donc dans 6 semaines vous pouvez attendre d'avoir une autre version et ce sera toutes les 6 semaines. Alors il y en a qui vont me dire pourquoi 6 semaines, c'est magique. C'est plutôt c'est empirique en fait ce système de 6 semaines, c'est qu'en fait on s'est rendu compte que si on faisait trop court, bah, on gênait les utilisateurs parce qu'il y avait trop de mises à jour pour la même application. Si on faisait trop long, bah, du coup on avait trop à mettre dedans et donc chaque release c'était potentiellement plein de bugs. Et en fait 6 semaines c'est un format qui est plutôt correct pour pas trop déranger l'utilisateur et en même temps avoir au moins une ou deux fonctionnalités vraiment intéressantes parce qu'il y a aussi le marketing qui a besoin de tout ça. C'est-à-dire que si vous réalisez mais que vous n'avez rien à dire sur la release, c'est un peu gênant pour le marketing. Ils vont essayer de faire des release notes sur du vent. Donc essayer de faire quelque chose toutes les 6 semaines, bah, ça permet vraiment de pouvoir avoir quelque chose à ajouter dans l'application. Mais tout ça c'est des process, et les process, bah, comme je le dis à chaque fois, hein, c'est vraiment valide que dans certains contextes, donc ça marche très bien chez nous, peut-être parce qu'on a une petite équipe mobile de 3 sur Android, 3 sur iOS. Si on était 15, peut-être que ça ne marcherait pas. Pour l'instant, ça marche très bien et ça a bien scalé, en tout cas là où j'étais tout seul, et maintenant on est 3, bientôt 4, et ça marche très bien comme ça. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et de toute façon, je pense que je serai disponible tout à l'heure, hein, bonne pizza. Si elles arrivent. Ouais. Pardon. Justement, moi j'aimerais savoir comment tu fais ton processus de déploiement à 5%, 10, 15. Alors ça en fait, oui, alors il y a des outils. Alors là par contre j'ai un petit peu triché, c'est que c'est pas mobile, c'est Android. Donc sur Android c'est possible, sur iOS ça l'est pas. Donc sur Android dans le Play Store il y a un déploiement possible par échelon, hein, c'est pas, on choisit pas 1,27%, ça c'est pas possible, mais c'est 5, 10, 20, 50, 100. Il y a même maintenant 2 et 1 je crois, mais typiquement voilà, c'est quelque chose qui est disponible via le Play Store. Quel est l'intérêt si sur iPhone vous balancez tout d'un coup? Alors sur iPhone le problème c'est qu'il y a aussi une phase de review. Donc en fait sur Android quand on publie, 2 heures après c'est dispo. Sur iOS il y a une phase de review, donc Apple se permet de regarder l'appli, de voir si ça va ou pas. Donc du coup sur Android, sur iOS pardon, eux ils testent beaucoup plus, enfin ils essaient en tout cas de tester beaucoup plus l'application en amont. Contrairement à nous à Android, on va presque utiliser la prod comme test. Mais en vrai on n'a jamais ce problème-là, mais on a déjà eu des problèmes en fait on release tout d'un coup. Soit des fois on tape trop dans le serveur et donc c'est le backend qui ne tient pas. Ça n'a jamais été le cas, mais on peut imaginer ça. Donc publier 5, 10, 15, 20, ça permet vraiment d'avoir une mise à jour qui est vraiment douce en tout cas sur ce genre de choses. Vous avez aussi un backend qui est en déploiement, enfin qui est
Alors par contre, lui, il est pas toutes les 6 semaines, c'est 3 fois par jour, 4 fois par jour. Voilà, on a vraiment des process différents sur le back-end et sur le site web, là où on release 3 4 fois par jour sans problème. Vous n'avez pas d'AB sur le back-end? Non, pour l'instant, on n'a pas d'AB. En tout cas, on n'a pas de. Enfin, on peut le faire à la main, mais on n'a pas un truc bien défini qui permet de dire 5% des utilisateurs tapent sur qui tapent dans cet endpoint, ont cet contrôleur, ou ces choses comme ça. Alors, un truc plutôt fait à la main quand il y a besoin. Comment vous gérez les versions des API justement entre les API sur le backend et celles qui sont consommées par les mobiles? Alors ça c'est un aspect de la mobilité. Les gars du backend nous aiment pas trop en mobilité parce que une fois qu'on sort une appli, on n'a plus la main dessus, on n'a même pas le contrôle pour la mise à jour. Donc si l'utilisateur va rester en V1 alors qu'on est en V18 là aujourd'hui, c'est son problème quoi. Et moi je suis d'accord avec ça. Le backend n'est pas d'accord avec ça. Donc on a des versionning bien sûr d'applications qui sont complètement décorrélées des versions des applications. Donc, on est en V27 sur l'appli iOS, on est en V18 sur Android et on est en V5 dans l'API. Donc il y a vraiment une décorrélation des numéros de version tout simplement pour diminuer la friction. Et donc en fait, par exemple la V17 elle est passée en V5. Donc en fait on a migré toute l'application vers la dernière version de l'API. Mais c'est totalement indépendant, c'est-à-dire que l'appli iOS peut passer en V5 potentiellement dans 2 versions plus tard, quoi. On n'a vraiment pas de contraintes. Et ensuite, comment on essaie de récupérer les vieilles versions? On ne sait pas, tout simplement. Moi, je considère, alors après c'est mon point de vue de mobile dev, qu'une fois qu'une application est sortie, le back-end doit au moins s'assurer que la version de l'API fonctionne au moins 2 ans. On considère que c'est un petit peu le cycle de vie d'un téléphone. Donc en 2 ans, le téléphone potentiellement il peut ne plus être en état de marche et donc l'utilisateur va racheter un autre téléphone. Quand il va racheter un autre téléphone, il va être obligé de télécharger la dernière version de l'application et donc va se retrouver avec la dernière version de l'API utilisée par cette appli. Mais bien sûr, on n'a pas de système qui vraiment empêche l'utilisateur d'utiliser l'application parce qu'il n'a pas la bonne version de l'API. Et on ne veut pas en fait. L'utilisateur il n'a pas à savoir à quelle version de l'API il utilise. Alors après, il y a eu aussi des discussions en interne pour dire est-ce qu'on force moi j'étais vraiment contre, tout simplement parce qu'il y a d'autres versions qui viennent encore se mettre dans toutes ces versions d'app et d'API, il y a la version du système. Donc on peut aussi dire que la prochaine version d'Android, elle marche que sur 5.0. Donc ça veut dire que tous les gens d'avant, eux, ils ne pourront jamais migrer sur la dernière version de l'API parce qu'on leur a interdit d'installer l'application, la dernière application Android. Donc typiquement, c'est le genre d'exemple qui montre que forcer un utilisateur mobile, en fait, c'est pas possible, quoi. On ne peut pas vraiment le permettre. Après, il y a d'autres techniques, on se garde quand même des moyens, genre dans une recherche, si vous commencez une recherche avec une vieille version de l'API, on va vous renvoyer une erreur qui est mettez à jour votre appli. Vous pouvez faire des choses comme ça. Mais on ne va pas en tout cas interdire d'accéder à ces billets ou d'accéder à des choses comme ça, c'est vraiment plutôt des messages lors d'actions de recherche, plutôt que lors d'utilisation de l'application. Ouais. Tu parlais de retour par les bêta-testeurs. Ouais. Or, crash, vous utilisez quoi? Du coup, on était sur on est actuellement sur Google+. D'accord, oui. Voilà, Google+. Donc on est en train d'essayer de migrer sur autre chose. En fait, donc dans la phase de bêta privée, il y a eu beaucoup de retours par mail, simplement parce qu'on avait contacté tous nos bêta-testeurs par mail. Et ensuite, Google+, aussi est plutôt pratique parce qu'il y a quand même un système pour écrire qui est assez simple. On peut mettre, il y a un petit peu de formatage, on peut mettre des images très rapidement en faisant des glisser-déposer. Donc ça, et puis la présentation du post est assez intéressante. Et ça permet aussi de partager ces retours avec d'autres utilisateurs. Donc potentiellement, si quelqu'un remonte un bug, l'autre ne va pas refaire un retour sur ce même bug parce qu'il l'a en fait vu dans la timeline de Google. Ce qui n'est pas possible avec les mails. En tout cas, on n'a pas d'accès au bug tracker par des externes, tout ça, donc tout reste en interne là-dessus. Il n'y a aucune chose publique là-dessus. Et du coup, ça m'amène à poser, en termes de management de retour, comment vous faites pour vraiment aller vers les gens? Enfin, en gros, comment est-ce que vous arrivez à comprendre ce que les gens ils veulent? Est-ce qu'ils ont des problèmes avec les UI en général? Est-ce qu'ils ont des manques de features? Ouais. Alors, déjà, je pense que le meilleur produit, c'est de comprendre d'abord tes utilisateurs, mais si tu le comprends sans qu'ils te le disent, c'est encore mieux. Parce qu'il y a des utilisateurs qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent, et on va leur proposer des fonctionnalités qu'on pense être bonnes, et si ça leur correspond, on a gagné, quoi. C'est mieux de proposer une fonctionnalité auquel le mec n'a même pas pensé que d'attendre que le gars te dise quelque chose à faire et que toi tu es juste en mode exécutant à faire cette fonctionnalité. Donc ça, typiquement, jusqu'à maintenant, on a quand même beaucoup d'idées, c'est plutôt des contraintes techniques qui font que ça nous empêche. Par contre, on a aussi des utilisateurs, bien sûr, qui remontent des fonctionnalités, et ça ils le font via le support.
Donc en fait, on a toute une partie support qui s'occupe bien évidemment de si vous avez un problème d'échange de billets de train, le train était en retard, vous voulez vous le faire rembourser. En fait, on a une grosse partie des effectifs chez Captain Train qui s'occupe de ça et qui répond à vos mails. Et donc dans ces mails, il n'y a pas que des mails de gens qui disent la SNCF c'est nul, il y a aussi des gens qui disent merci Captain Train pour ce voyage. Par contre, est-ce que vous pourriez améliorer cet aspect-là parce que ça serait super intéressant, en tout cas dans mon cas, ça serait super intéressant. Donc le support, donc l'équipe support s'occupe de faire en fait un espèce de tri de toutes ces demandes-là, et tout simplement on a une liste des demandes les plus importantes et on essaie de répondre à ces demandes les plus importantes. D'accord, il n'y a pas un truc proactif où vous allez vraiment vers les gens en leur demandant. Non, okay. on fait quelques phases de user testing, genre on va des fois le mercredi matin ou le lundi matin, genre un Starbucks avec un téléphone, un Android, enfin un Mac, et puis on dit rechercher un billet de train, donc on tombe souvent sur des gens qui ne connaissent pas du tout le site ou pas du tout les applis, et on essaie de voir utiliser les applis, les produits, et on se rend compte en fait qu'il y a des trucs que nous paraissaient simples, et ils ne paraissent pas simples à l'utilisateur. Par contre, le problème c'est que ça c'est un cas particulier, donc ça manque un peu de globalité, et ça manque un peu de généralisation pour vraiment t'assurer que c'est un problème, peut-être un problème que pour cette personne, quoi. Et essayer de corriger un problème que pour cette personne, potentiellement tu peux mettre un autre problème pour une autre personne. Il faut vraiment essayer de trouver des aspects qui sont problématiques pour beaucoup de personnes, mais pas juste pour un individu. Et vous le faites souvent ça, ce truc-là On le fait une fois par semaine à peu près. On essaie de tourner, en fait, il y a toujours un ergonome qui va, et un dev, quelqu'un du support, quelqu'un du marketing, tout le temps quelqu'un qui tourne pour essayer de bien comprendre en fait, le produit et qu'on s'imprègne bien de notre produit à nous. Mais en termes de fonctionnalité, typiquement, il y a eu des choses qu'on savait qu'on devait faire, mais en fait, pour les prioriser, pour nous, c'était pas très important. Genre, les codes avantages, donc, vous savez, des fois, des codes avantages de la SNCF, c'était disponible que sur le site web. C'était la demande numéro 1 sur Android. Bon, on l'a faite en V17, donc il était grand temps. Mais en fait, les gens pouvaient tout à fait les rediriger sur le site web en attendant. C'est juste, ils demandaient, et en fait, on l'a faite parce qu'on avait un petit temps de disponible et que sur la roadmap, ça rentrait. Ouais. Material design, est-ce que vous avez pensé à y passer? Est-ce que vous avez... Il y a peut-être des contraintes? Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'on est déjà un peu à Material Design, notamment l'iconographie. Je suis d'accord qu'on n'est pas à tout, mais encore une fois, on a déjà fait en fait Material Design, on va dire en V9, une première passe. Donc c'était vraiment de flattoniser tout, avoir moins de dividers, des typos beaucoup plus fines, plus d'utiliser de shadow et moins avoir des gros dividers, mais plus utiliser des shadows. Par contre, on a des notions qu'on n'aura jamais, genre le fab. En fait, le fab, il marche pas du tout dans le contexte Captain Train parce que tous nos boutons sont en fait déjà flottants avant même que Material Design arrive. Genre le bouton payer dans le panier, on doit mettre le prix dedans, quoi. Et donc en fait, un fab, il y a forcément une iconographie, et une iconographie, elle porte pas... Enfin, c'est dur de trouver une iconographie payée, en fait. Le problème de l'iconographie, c'est que des fois, même si visuellement elle est plus facile à parser que du texte, des fois elle n'est pas assez explicite pour exprimer un mot, tout simple, comme payer, avec, en l'occurrence dans le panier, la somme du montant à payer. Donc là-dessus, clairement, on ne peut rien faire. Après, du material design, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'aspect visuel, il y a l'aspect transitionnel. Et c'est ce que j'ai donné un peu sur, quand vous ouvrez la recherche des passagers, typiquement le circular reveal avec les transitions, tout ça c'est du material design. Donc je dirais qu'on n'est pas à 100% material design, mais qu'est-ce que ça veut dire être 100% material design? Je ne suis pas certain que ça existe, mais en tout cas, je dirais, allez, on est à 80%, on a encore des idées pour améliorer tout ça, mais c'est quelque chose qui, encore une fois, itération après itération. Justement, qu'est-ce que tu penses aussi de l'approche responsive design d'un site web versus une application mobile, justement? Enfin, ouais. Toi, quels sont les... Alors l'approche responsive design, du coup, moi j'aimerais bien, parce qu'on ne le fait pas sur le site web. Je trouve que ça peut être une bonne approche, surtout quand vous commencez. Après, en termes faut juste voir en fait ce que vous souhaitez faire. Je pense qu'en termes de ce que je donnais au début, en termes de possibilités, clairement, vous aurez beaucoup plus de possibilités en termes d'application native qu'en termes de site web, même s'il est responsive. On ne peut typiquement pas faire les notifications dans l'état où elles sont, ou la montre dans l'état où elle est, avec un site responsive. Ça, c'est clairement pas possible avec un site responsive. Donc on a vraiment privilégié cet aspect natif pour nous parce que c'était vital, parce qu'on avait un critère de qualité qui était vraiment en dessus. On va se limiter au contexte que tu expliquais au début, au final. Oui.
Voilà, en l'occurrence même bon, alors on peut faire du caching maintenant, mais c'est un petit peu, voilà, ça peut se faire, de récupérer du contenu même si on n'a pas internet, voilà, et le garder en local, mais on n'aura pas la qualité, en tout cas même d'interface et d'interaction qu'on peut trouver avec du natif. Mais ça n'empêche pas qu'un site web responsive est quand même intéressant, parce que là on vient répondre à 2 plateformes seulement, qui sont iOS et Android, mais on laisse de côté BlackBerry, Windows Phone, alors, parce que c'est grave, je sais pas, mais en tout cas on laisse d'autres plateformes potentiellement sur le côté. Peut-être une question qui est juste en rapport justement tout ce qui est hybride justement par rapport à ça. Moi j'ai pas, c'est vraiment un point de vue personnel, moi j'ai pas du coup un point de vue très positif là-dessus. Pourquoi? Parce que par expérience en fait, j'ai jamais eu une application qui était bien en fait avec cette approche hybride. Pourquoi? Parce que souvent l'approche hybride, bah, elle essaie de correspondre à toutes les plateformes. Et donc elle prend le plus petit commun dénominateur en fait. S'il y a quelque chose qui est possible sur Android mais pas sur iOS, bah, on l'enlève. S'il est possible sur iOS et Android, bah, on va le prendre parce que du coup ça marche partout. Et donc c'est dommage parce qu'on va laisser de côté en fait tout ce que j'ai appelé voilà, plateforme leverage, enfin leverage de plateforme. Donc vraiment utiliser au maximum toutes les possibilités de chaque plateforme. C'est quelque chose qui est possible que si vous avez un système d'app native en fait, puisque on va vraiment tirer parti au maximum de chacun des systèmes. Même côté UX, enfin, il y a 2 mondes différents même côté UX, entre iOS et Android, enfin, c'est complètement différent. Et une appli hybride, elle va pas être adaptée ni à l'un ni à l'autre, ou seulement à l'un. Souvent, elle va plutôt être iOS. Voilà. Et après, voilà, donc, ces notions de back button qui ne sont pas du tout gérées souvent dans les applications hybrides. On utilise le up là-haut, en haut à gauche, et ça c'est iOS en fait. Sur Android, il a une signification légèrement différente en fait, ce bouton. Je l'expliquerai pas là parce que c'est assez compliqué. C'est un troll. Et donc jamais vous n'innovez en termes d'interface ou d'expérience utilisateur? En termes de par rapport à Material Design? Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, comme quoi historiquement le tab bar c'est toujours en haut ou des choses comme ça. Alors, il y a des trucs sur lesquels on n'innovera pas, parce que ça clairement c'est trop imprégné dans l'inconscient des gens. Changer la tab bar c'est pas possible. Par contre il y a des choses qu'on peut enfin je veux dire, encore une fois les guidelines c'est une direction, mais c'est pas forcément vous devez respecter 100% cette direction et pas partir un petit peu sur des sentiers battus un petit peu sur le côté. Si vous pouvez faire ça, on le fait sur certains aspects. Je veux dire, le fab on ne l'a pas parce qu'on considère que ça ne correspond pas du tout, et donc on met un bouton carré qui flotte. Quand on slide sur les côtés, il va rentrer, sortir au fur et à mesure de la progression de l'écran, de l'onglet dans l'écran, je vais y arriver. Mais clairement, on ne va pas sortir des gros sentiers battus, des sentiers battus en utilisant des trucs qui n'aurait même pas de sens pour un utilisateur Android en fait. On va pas mettre, je sais même pas comment dire, mais genre la toolbar en bas, avec le titre en bas, ça c'est clairement les gens s'attendent pas à ça, et donc on va pas faire ça. On peut sortir des sentiers battus, mais il faut que ça reste dans l'esprit Material Design, et dans l'esprit de la plateforme. Et typiquement la notif c'est un peu sortir des sentiers battus, parce que c'est une notif, alors la notif que je vais vous présenter, c'est normalement une notif sur Android, typiquement elle s'enlève pas. Une fois que vous l'avez vue, vous l'enlevez. Bah, celle-là elle s'enlève pas. On a un petit peu sorti des sentiers battus puisqu'elle reste affichée pendant que vous voyagez et elle s'enlève automatiquement à la fin. Et ça c'est quelque chose voilà, qu'on a longuement hésité, on s'est dit est-ce que ça va gêner les utilisateurs, donc on avait fait la fonctionnalité pour la petite histoire, on avait mis juste un flag pour dire bah, on change tout et on passe sur l'ancien système, et de peur en fait qu'on reçoive des emails, vous ne gênez pas du tout votre nouveau système, et on n'a reçu aucun mail, donc on est resté sur ce système là. Mais typiquement, ça ne répond pas vraiment au système de notification tel que les gens l'entendent. Et donc pour tester des innovations comme ça, comment vous faites? Vous le mettez en release et vous regardez si vous avez bien? Ouais, la plupart, jusqu'à maintenant, oui. En tout cas, on réfléchit aussi parce qu'en interne, on a aussi beaucoup d'utilisateurs Android. On confronte ça, c'est vraiment cette partie dogfooding, donc on confronte ça avec nos utilisateurs internes Android, donc les gens du support, les gens du marketing, les gens du développement. Et on essaie de voir si ils sont gênés en fait, avec cette utilisation, et si c'est pas le cas, du coup, on est plutôt confiant là-dessus. Donc on sort en bêta, la bêta, si nous dit tout va bien, bah, du coup, après on peut sortir en release. Et encore une fois, si ça ne va pas, de toute façon, vous pouvez toujours revenir en arrière. Il faut juste essayer de quand même réfléchir pour pas faire des bonds en avant, en arrière, 3 pas en avant, 4 pas en arrière, ça ne marche pas. Ça, ok, bah, merci beaucoup.